Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission consacrée au dossier frappé du sceau de l'État. Nous nous installons à nouveau à la tribune pour passer en revue des initiatives mises en route par le gouvernement. Ce soir, deux invités pour nous accompagner tout au long de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir dans la première partie de cette émission la ministre de l'économie numérique et de la communication, Madame Rafiatou Monroe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Akapo. Merci d'avoir accepté notre invitation, ce qui fait l'actualité cette semaine au niveau du département ministériel placé sous votre tutelle. C'est bien évidemment le vote du Code du numérique, la loi portant Code du numérique, un motif de satisfaction sans doute pour vous et pour tous les membres du gouvernement. Mais avant de nous étendre sur la portée et les implications de la loi portant Code du numérique au Bénin, je voudrais vous inviter, Madame la ministre, ensemble avec les téléspectateurs, à vivre de nouveau l'ambiance qui a prévalu à l'hémicycle à l'issue de ce vote. Je ne pourrais pas partir d'ici aujourd'hui, Monsieur le Président, sans vraiment témoigner de toute ma gratitude aux honorables députés. Rafiatou Monroe, ministre en charge de l'économie numérique, très détendu après l'adoption à l'unanimité par le Parlement du Code du numérique en République du Bénin. L'étude du document, qualifié de volumineux, a duré plus de 2 mois. Un mélange de caractères gras, de caractères de majuscules, de minuscules, ainsi de suite. Et ça fait un problème. L'harmonisation sera faite par le service législatif. La loi 2017-2020 portant Code du numérique en République du Bénin, riche de plus de 660 articles, répartis en 7 livres, couvre tous les champs d'application du numérique au Bénin, depuis nos smartphones à nos ordinateurs, en passant par les services offerts par les banques. À la lecture de l'article 606, je me dis bien qu'on peut bien considérer que dès l'instant où il s'agit de structures, enfin du moins de fournisseurs non officiels, que les administrateurs des réseaux sociaux doivent être concernés dans cet article. Les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas que les journalistes, c'est tout citoyen. Pour ce qui concerne les journalistes, il y a des tests existants pour les encadrer, pour les éduquer. Mais l'idée est de pouvoir encadrer de manière à ce que les échanges se fassent en toute responsabilité. L'adoption d'un code pour réguler les services liés au numérique reste un pas qualifié d'important pour le Bénin. Ce code balise en effet le terrain pour les potentiels investisseurs dans le secteur au Bénin et fixe les règles du jeu entre consommateurs et fournisseurs de services dans le domaine d'éthique, à un moment où le pays s'apprête à basculer de l'analogique vers le numérique. Voilà, Madame la ministre, le point fait par Guillaume Avienou, notre correspondant sur place à Porto-Novo. C'est la bonne nouvelle sans doute. Le Bénin enfin doté de son code. Qu'est-ce qui va changer avec l'avènement de ce code, Madame la ministre? Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Beaucoup de choses vont changer parce que avec ce code, dorénavant, tous les opérateurs qui vont exercer au Bénin seront de manière très claire avisés sur ce à quoi ils peuvent s'attendre et ils ont en même temps, par ce code, une sécurité juridique très forte. Que ce soit les entreprises, que ce soit les investisseurs, même les utilisateurs, à partir de cet instant, je crois que tout le monde sera rassuré et chacun en ce qui le concerne pourra travailler, utiliser en toute tranquillité. Voilà, de façon plus claire, tout à l'heure vous allez revenir sur les implications de ce code, mais déjà ce vote est le couronnement, j'imagine, hein, de tout un effort, d'une synergie d'action des experts, des acteurs Absolument. politiques. C'est aussi l'occasion peut-être de saluer le mérite de tout cela. Absolument, monsieur le journaliste.
il est important, effectivement, de préciser que c'est un travail de plusieurs équipes. Déjà, il faut remercier très sincèrement les honorables députés pour le travail immense qu'ils ont abattu. Je remercie également toute l'équipe de l'Agence du numérique. Je remercie également tous les acteurs du secteur qui, d'une manière ou d'une autre, ont été consultés sur certaines questions. Je remercie également toute l'équipe du ministère qui n'a plus eu de repos, ni de jour ni de nuit, depuis plusieurs mois. Voilà, Madame la Ministre, juste rappeler d'un mot que c'est l'honorable Arowe Bla qui a porté la proposition de loi qui a abouti donc à l'adoption de ce code. Nous allons peut-être de façon triviale expliquer déjà, définir ce que cela pourrait être un code du numérique. Je voudrais faire un raisonnement peut-être pas analogie en parlant du code de la route par exemple, qui est l'ensemble des règles qui régissent la circulation routière, disons dans une certaine similitude, rapprocher un peu cette explication pour faire comprendre ce que c'est qu'un code du numérique. Vous avez parfaitement raison. Le code, c'est l'ensemble des règles qui régissent le secteur du numérique. En plus de cela, c'est toute la sécurité juridique, tout l'arsenal juridique qui est dorénavant mis en place pour que le secteur puisse vraiment se développer, se promouvoir dans les bonnes conditions. Ce texte de loi, disions-nous, est un document volumineux, 660 articles. Il faut prendre le temps qu'il faut pour les lire, savoir les domaines qui sont retenus. Il y a les services GSM qui sont concernés, il y a l'utilisation de l'Internet, le journalisme en ligne, les réseaux sociaux, on parle de e-commerce, e-business, e-administration. Les services offerts par les banques, la cybercriminalité aussi est concernée. Toutes ces questions sont mieux réglementées, dit-on. Absolument. Aujourd'hui, ce code vient améliorer l'arsenal juridique existant. Parce que, comme vous le savez, l'économie numérique, dans presque tous les pays aujourd'hui, c'est un concept nouveau. C'est beaucoup de nouveautés, c'est beaucoup d'améliorations, c'est beaucoup d'innovations. Donc ce code vient encadrer un peu toutes ces innovations pour que les entreprises, par exemple, qui opèrent dans le secteur du numérique, puissent savoir quels sont les changements par rapport à ce qui se faisait. Si je prends par exemple les opérateurs GSM, à l'adoption de ce code, c'est-à-dire lorsque... on aura passé le cap aussi de la vérification de la constitutionnalité, absolument. Et puis ensuite la promulgation. Absolument, c'est tout un processus. Le gros lot, la grosse partition a été jouée par nos honorables députés qui ont adopté le code. Maintenant, on va vérifier est-ce que c'est conforme à notre constitution, on va passer à la promulgation, on va publier au journal officiel. Et à partir de cet instant, tous les acteurs vont se saisir de ce code, vont se l'approprier pour exercer tranquillement. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Tout à fait. Il faut qu'on puisse vraiment s'appesantir là-dessus, chacun en ce qui le concerne, pour pouvoir faire le travail. Si je prends par exemple les opérateurs GSM, ils ont une convention, un cahier de charges sur la base de ce cahier de charges, ils opèrent au Bénin. Mais entre-temps, nous avons vérifié et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de difficultés. Et nous avons saisi cette opportunité maintenant pour encadrer cela. Donc, à partir de la publication du Code du numérique, les acteurs du secteur ont 6 mois pour se l'approprier. Nous avons 6 mois pour passer à la mise en conformité du cahier de charges existant avec la nouvelle loi. Et ça permet dorénavant aux opérateurs GSM de savoir que, au Bénin, effectivement, quand on vient, on couvre
tout le territoire béninois, ce qui n'était pas précisé. Voilà la qualité qu'il faut dorénavant offrir aux utilisateurs. Il faut, par exemple, ne pas exposer aux radiations radioélectriques. Il ne faut pas installer n'importe comment. Tout ça là, ça a été bien encadré dans le code. Et aujourd'hui, je crois qu'on aura beaucoup moins de peine à encadrer, à gérer et à travailler. Ce n'est pas seulement les opérateurs, même les utilisateurs. C'est un grand pas. Avant de venir un peu aux avantages qui reviennent désormais aux consommateurs, aux utilisateurs, quelles sont les facilités aujourd'hui pour les investisseurs? Effectivement, jusque-là, il y avait beaucoup de points sur lesquels les investisseurs ne pouvaient pas être situés parce que, comme je l'ai dit, c'est un concept nouveau. On ne sait pas comment est-ce que les données à caractère personnel, par exemple, seront protégées au Bénin. Lorsqu'il y a infraction là-dessus, comment est-ce que on peut gérer, on peut poursuivre, etc. On ne savait même pas par rapport aux documents électroniques qui pouvaient certifier, par rapport aux contrats qui pouvaient se faire en ligne, comment est-ce qu'on pouvait vraiment être sûr qu'au Bénin, c'était chose faite. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont la réponse à toutes ces questions et ça va drainer, ça va inciter les investisseurs à venir ici parce que, comme le chef de l'État l'a dit, nous nous apprêtons, nous travaillons pour que le Bénin soit une plateforme de services numériques pour la sous-région. Et pour ce faire, ce ne sont pas seulement les Béninois. Les Béninois, oui, prioritairement, majoritairement, mais tout le monde sera le bienvenu ici pour travailler, pour nourrir notre écosystème numérique, pour porter ça et faire grandir. Voilà. Donc, c'est très important pour les investissements. OK. Mais disiez-vous, les consommateurs aussi ont de quoi se réjouir. Les utilisateurs des services GSM, les utilisateurs d'Internet ont de quoi se réjouir relativement à l'avènement de ce code? Effectivement. Pour les opérateurs, on a dit une partie, mais il faut préciser qu'il n'y a pas que les obligations, il y a aussi les droits. Aujourd'hui, les opérateurs vont travailler plus facilement avec l'ARCEP, par exemple, parce que les demandes de fréquence, les demandes, toutes sortes de demandes pouvant aller vers l'ARCEP aujourd'hui, on a mis des délais de réponse, par exemple. Et donc, ils ne peuvent plus aujourd'hui prétendre de ce que ça prend du temps, ça traîne au Bénin pour ne pas passer à l'action. Mais il faut dire aussi que l'idée fondamentale, principale, c'est de permettre aux utilisateurs béninois d'utiliser à fond les nouvelles technologies. Mais en même temps que nous voulons que les Béninois utilisent les nouvelles technologies, s'approprient les nouvelles technologies pour faire grandir le pays, nous devons encadrer ça pour être sûr que nous utilisons ces nouvelles technologies-là pour faire grandir notre pays. Il ne faut pas utiliser les nouvelles technologies pour diffamer, pour harceler, pour escroquer, pour tricher, etc. Il faut utiliser les nouvelles technologies pour faire grandir le secteur. Et c'est en cela que, par exemple, ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour diffamer, il faut dire la vérité, il faut échanger. Nous avons dans notre pays la liberté d'expression, nous devons échanger, nous devons utiliser à fond, mais nous devons le faire sur la base de la vérité. Cela induit une certaine responsabilité. Absolument, absolument. Il y a par exemple l'article 560 de notre nouveau code qui vraiment encadre. Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux pour diffamer, vous courez une peine pouvant aller 2 mois jusqu'à 2 ans de prison et une amende pouvant aller de 500 000 jusqu'à 10 millions. Donc, et c'est comme ça sur chaque point. Ce n'est pas facile de faire ça et c'est en cela que nous félicitons les députés, puisqu'ils ont eu la patience de passer article par article
et de porter des amendements. Si aujourd'hui, bon, nous ne sommes pas partis de l'Assemblée avant-hier avec le code déjà remis parce qu'il y a eu beaucoup d'amendements de la part de nos honorables députés. Donc, nous avons encore une semaine pour avoir le document, vérifier, passer pour vérifier la conformité avec notre Constitution, promulguer et puis vraiment procéder à la vulgarisation. Absolument. Alors, avant même de nous situer un peu sur les mesures, déjà, l'anticipation que vous avez allé un peu dans cette initiative de faire connaître aux derniers des Béninois le contenu donc, de ce code important. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous évoquiez le cas des réseaux sociaux et ça me donne un peu déjà l'idée de parler de la protection des données à caractère personnel avec ce code, des avancées majeures. Absolument. Je crois que l'un des points vraiment réussis dans ce code est le point relatif à la protection des données à caractère personnel. Jusque-là, il y avait la cybercriminalité. On ne pouvait pas véritablement parler de cybersécurité parce qu'on ne savait pas comment réprimer. Il faut avouer qu'on a suivi ces actualités-là où l'Office de répression de la cybercriminalité était dans l'incapacité d'aller plus loin, alors Absolument. Que des faussaires ont été arrêtés, ont été pris, parfois en flagrant délit. Absolument, monsieur le journaliste, parce que, vous savez, comme on a dit, c'est un concept nouveau. Donc, il y a de nouveaux métiers, il y a de nouvelles actions aussi qui se font, qui ne se faisaient pas. Et l'arsenal existant ne pouvait pas se prononcer là-dessus. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas, un maximum de points a été encadré. Et aujourd'hui, point par point, les peines sont prévues, les obligations, les droits sont prévus. Parce que les entreprises aussi ne pouvaient pas garantir la protection des données. On leur indique comment les pays qui ont réussi l'ont fait. Et on leur dit, mais voilà, à défaut de le faire, voilà les sanctions. Vous n'avez même pas le droit de faire certaines offres. Oui. Autre chose que ce qui est prévu par la loi. Les règles du jeu sont clairement définies. Exactement. Je donne un exemple, par exemple, les GSM qui inondent les utilisateurs, les abonnés de messages non sollicités. Ah non, dorénavant, quand on vous envoie un message que vous n'avez pas demandé, soit pour la publicité et autres, on doit vous mettre nécessairement un lien pour vous désabonner si ce genre de message n'est pas, vous n'en voulez pas. Si vous n'en consommez pas et que vous ne voulez plus en recevoir, alors ils ont l'obligation, n'est-ce pas, de vous mettre un lien pour vous désabonner. À défaut, il y a une sanction. Mais voilà. Voilà l'invite à lire ce code. Madame la ministre, vous savez que la question majeure ici au Bénin aujourd'hui, c'est davantage l'emploi des jeunes. Vous savez qu'il y a pas mal de jeunes qui ont ce talent, qui ont la possibilité de créer, qui ont déjà montré un peu leur savoir-faire dans le domaine de la création à travers les start-up. Aujourd'hui, disons qu'il y a comme une perspective qui s'offre pour ce qui est de l'emploi. Très bien. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Et je crois que c'est l'occasion de féliciter la clairvoyance du chef de l'État pour avoir mis la priorité sur ce code. Tout le mérite lui revient d'apporter une réponse solide à la question de l'emploi dans notre pays. C'est-à-dire que, dorénavant, dans notre pays, puisque l'économie numérique est en marche, l'économie numérique vient avec de nouveaux métiers. Nous avons par exemple les gestionnaires de bases de données, les gestionnaires de big data, nous avons les spécialistes de cryptologie, nous avons les autorités de certification, nous avons tout ce qui concerne la signature électronique, nous avons les évangélistes de données, nous avons plein de nouveaux métiers. Nous avons les développeurs aussi.
Parce que nous avons le métier de développeur traditionnel, classique, mais ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Les développeurs de plateformes spécialisées. Parce que, n'oublions pas, nous avons toujours dit que l'économie numérique touche tous les secteurs de l'économie. Donc les développeurs spécialisés aujourd'hui en e-santé, en e-agriculture, en e-éducation, il y a tellement de solutions à faire et le gouvernement est là pour les accompagner, pour leur faire confiance et consommer les produits, pour faire grandir l'écosystème béninois. Donc c'est vraiment l'occasion. Nous avons dit dans le PAG qu'avec le numérique, c'est 90 000 emplois. Que Dieu nous prête vie et puis bon, et que les jeunes talentueux avec qui on commence vraiment à travailler, qui on commence à découvrir, ils regorgent de talent. Il faut juste qu'ils se fassent véritablement confiance et qu'ils se mettent au travail. Comme je l'ai dit à chaque fois quand je les rencontre, il faut se mettre au travail. L'économie numérique, c'est une opportunité. On doit y aller. On n'est pas censé du premier coup avoir des solutions parfaites, mais non. Mais on doit essayer, on doit aller. Et je compte beaucoup avec tous les acteurs du secteur. Voilà, Madame la Ministre, l'espoir est permis. Mais absolument. Tout de même, au Bénin, nous avons le génie de faire de très beaux tests. Mais dans l'application, quelquefois, ça fait pchit. Aujourd'hui, voilà un très beau test, un code qui nous donne beaucoup de possibilités. Quels sont les moyens aujourd'hui que vous comptez mettre à la disposition des structures de contrôle, par exemple comme l'ARCEP, pour le suivi, surtout pour le contrôle, pour faire appliquer les tests? Effectivement, le numérique, pour réguler le numérique, il faut beaucoup de choses. Déjà, la première réforme qui concerne le code, l'adoption du code, oblige les acteurs à changer de comportement, à changer aussi de fusil d'épaule, parce que le numérique, pour mesurer l'impact du numérique, pour réguler, pour contrôler, pour vérifier, il y a beaucoup d'équipements qu'il faut mettre en jeu. En cela, vous avez raison. L'autorité de régulation, l'ARCEP, a dorénavant un outil de travail et il faut mettre les équipements qu'ils ont en adéquation avec cet outil. Et pour tout ce qui concerne les autres acteurs, nous allons essayer de vulgariser au maximum. Nous allons essayer d'associer les autres acteurs. On va mettre ça, bien sûr, sur le site du gouvernement, www.gouv.bj. On va mettre ça sur le forum des médias. On va envoyer ça aux institutions de la République, le Conseil économique et social, par exemple. Et on va s'organiser pour qu'on puisse vraiment communiquer autour, pour que les acteurs puissent véritablement se l'approprier pour travailler. Voilà, vous allez multiplier les initiatives pour que ce test soit connu de tout le monde. Absolument. Je ne pourrais pas vous laisser partir d'ici sans dire un mot sur le sujet, le e-administration. Absolument. Le e-administration est en route au Bénin parce que l'un des projets phares, c'est le Smart Gov, c'est l'administration intelligente. Et ça, nous avons commencé déjà plusieurs pans de ce grand projet parce que dorénavant, comme vous le savez, les services offerts par l'administration publique seront des services, des e-services. Donc c'est en ligne. Comme on l'a souvent dit, il ne faut pas faire des kilomètres pour venir à Cotonou demander son date de naissance, par exemple. Il faut faire sa demande en ligne et être servi. Donc, avec le code, aujourd'hui, les documents électroniques seront certifiés. Donc, l'acte de naissance que vous allez rester à Tukuntuna et demander et imprimer sera valable. Ce sera pareil pour tout ce qui est service, parce que dorénavant, sur le site du gouvernement, vous aurez deux portails. Un portail pour tout ce qui est service offert aux utilisateurs et un autre portail pour tout ce qui est service offert aux entreprises. Madame la ministre, déjà merci d'être venue. Vous allez conclure cet entretien. Merci de m'avoir reçu. Je voudrais féliciter tous les Béninois pour
avoir anticipé et pour avoir donné aux acteurs du secteur du numérique cet arsenal juridique, cette sécurité forte qui nous servira pour la promotion et le développement de notre cher secteur. Donc, je vous remercie, M. Akapo. Merci, Madame la Ministre. Merci d'avoir su si bien nous accompagner dans la première partie de cette émission. Dans la deuxième partie, notre invité sera M. Nicolas Yanoussi. Il est le directeur général des impôts. À tout de suite. Pour certains, c'est un devoir déjà accompli. Je me suis acquittée de ma taxe déjà, donc c'est un peu difficile, mais on n'a pas le choix et je peux vous le prouver. La vignette, elle est bien collée au niveau de ma vitre. Ben oui, voilà, moi j'ai déjà payé. On va dire qu'on est bon citoyen. Pour d'autres, en revanche, l'échéance n'est pas à son terme. Il reste encore du temps pour s'en acquitter. Bon, je vais m'arranger à payer avant le 1er. Pas encore, mais je pense le faire très bientôt. Quoi qu'il en soit, à Cotonou, pas de réticence à la nouvelle loi. Les guichets sont pris d'assaut et le constat est plus ou moins satisfaisant. Ce n'est pas facile de payer les impôts parce que ça réduit le revenu disponible pour les ménages. Donc les gens attendent toujours le dernier moment pour se manifester. Déjà à nos portes, à nos guichets, les gens se manifestent. L'affluence se fait remarquer. Toutefois, certains usagers déplorent les longues files d'attente. Pour y répondre, les horaires sont prolongés, de même que les guichets sont multipliés sur toute l'étendue du territoire national. Avant ça, les guichets à la mi-journée arrêtaient la caisse à 11 h. On a prolongé ça jusqu'à 12h30. Ensuite, dans l'après-midi, c'était à 17h00. Bon, on a rallongé 30 minutes en plus jusqu'à 17h30. À Cotonou, ici par exemple, en plus des guichets traditionnels qui concernent les centres des impôts des petites entreprises d'Akpakpa, de Champ-de-Foix, de Saint-Michel, nous avons configuré aussi la Direction générale des impôts. Actuellement, la recette principale des impôts recouvre actuellement la TVA. Donc, en plus de ça, nous avons les centres des moyennes entreprises. Le compte à rebours a donc commencé. À partir du 1er avril, commence l'application de la majoration ou pénalité. C'est 20% de ce que vous devez. Donc, en principe, si malgré les occupations des uns et des autres, les gens n'arrivaient pas à payer dans le délai amiable, nos guichets sont toujours ouverts pour eux qui viennent payer. Seulement qu'il y a une majoration de 20%. Pour gagner du temps et éviter l'affluence, il est important de ne pas attendre les derniers jours. Faut-il le rappeler, la taxe sur les véhicules à moteur varie entre 20 000 et 60 000 francs CFA et elle est due par tout propriétaire de véhicules immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport privé des personnes ou des marchandises. Voilà, merci Rachidat Maman. Paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. L'opération a été lancée, rappelons-le, le jeudi 5 janvier 2017. C'est bien ça, monsieur le directeur général? Exactement. Alors, à cette date, quel bilan peut-on établir à mi-parcours? Merci beaucoup. Le bilan aujourd'hui est assez satisfaisant. Je pourrais dire que sur les prévisions de recettes que nous avons eu à faire en début d'année en ce qui concerne la taxe sur les véhicules à moteur, les concitoyens, nos compatriotes nous ont suffisamment accompagnés. On est déjà autour de 90% de recouvrement à la date d'aujourd'hui. En principe, on devait mieux faire. Je voudrais profiter pour féliciter tous nos concitoyens qui sont passés à nos caisses pour payer. Je voudrais sincèrement les féliciter et les encourager et leur dire merci pour avoir accompli ce devoir de citoyen, ce devoir qui est assez noble et qui nous permet d'avoir des ressources pour notre développement. Voilà, mais tout de même, il faut rappeler qu'il y a eu quelques résistances par rapport à cette opération. C'est le cas de rappeler le bien fondé. Oui, disons qu'il n'y a pas eu de résistance. Ce n'est pas de la résistance. Vous savez que, comme l'élément le disait tout à l'heure, ce n'est pas aussi simple de sortir ces ressources pour payer des impôts.
C'est pour ça que nous avons plutôt opté pour la méthode de la sensibilisation, d'explication, de convaincre que de contraindre. Nos citoyens ont compris finalement que c'était nécessaire. Il y avait eu quelques réticences et non-résistances. Après, tout s'est passé très bien. Évidemment, tout le monde n'a pas encore payé. Il se fait que, à la veille de l'échéance du 1er avril dernier, nous avons constaté que nos guichets étaient pris d'assaut par les derniers qui voulaient coûte que coûte payer. On a prorogé les heures d'ouverture jusqu'à 22 heures cette veille du 1er avril. C'était un vendredi. Donner la possibilité donc à tous ceux qui avaient envie de s'acquitter de leur devoir civique de le faire sans aucune contrainte. C'est la Direction générale des impôts seule qui est la structure habilitée à procéder au contrôle, et à cette occasion, on peut recourir donc à la force publique, à l'appui des forces de l'ordre pour le faire. Alors, donc seuls, ils n'ont pas le droit de le faire. Il faut que nous puissions le marteler, l'expliquer aux populations et les rassurer qu'en principe, on n'a pas besoin de les tracasser, de faire tout ça pour leur demander de venir payer. Alors, le moratoire a été prorogé, on l'a dit, c'était fixé au 1er avril. Oui. Ça a été prorogé de quelques jours et la date butoir, cette fois-ci, c'est bien le 30 juin. Oui, le 30 juin. Donc, à la fin de ce mois, on finit la phase amiable et on rentre dans l'étape, je ne voudrais pas utiliser l'expression répressive, mais l'étape un peu plus contraignante qui va obliger tous ceux qui ne sont pas à jour de le faire. Évidemment, ce délai a été prorogé de 3 mois sur décision du Conseil des ministres parce que, comme je l'avais dit tantôt, il était revenu aux autorités au plus haut niveau que les usagers avaient commencé par subir des tracasseries. Et en dehors de cela, le chef de l'État, le ministre de l'Économie et des Finances, les deux avaient voulu que le paiement se fasse dans la paix et la quiétude et que les populations n'aient pas à supporter un surcoût. Donc ça a été un geste assez salvateur, un geste social pour soulager donc le portefeuille de nos compatriotes qui ont eu 3 mois maintenant pour payer. Et je voudrais donc encourager tous ceux qui ne l'avaient pas fait à se rapprocher de nos caisses pour le faire dans la paix. Alors, nous allons faire un tour à la Direction générale des impôts, une structure placée sous votre tutelle. Sur place, il y a un projet de dématérialisation qui est en cours. Monsieur le directeur général, quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on observe sur place? Merci beaucoup. Notre direction générale est dans une phase de réforme et de modernisation. Nous avons, dès le début de cette année 2017, mis en œuvre un plan de réforme, un plan stratégique de réforme de l'administration fiscale qui a été adossé à un contrat de performance signé par le ministre de l'Économie et des Finances avec le directeur général des impôts. Je pourrais vous parler rapidement de 2 projets de dématérialisation. Le tout premier, c'est qu'à partir du 1er juillet prochain, nous donnons la possibilité aux entreprises de commencer par payer directement leurs impôts dans les guichets des banques. Et nous entamons à partir donc de ce 1er juillet une phase pilote. La phase pilote concerne d'une part une centaine de grandes entreprises qui ont été sélectionnées pour conduire cette phase pilote. Après, cela va être généralisé. Et d'autre part, 2 banques qui ont été choisies parce que très rapidement, elles ont adhéré au système et ont mis en place le système de dématérialisation. Et la phase de généralisation va suivre après donc, cette phase pilote. Donc pour l'instant, c'est 100 entreprises. Comment ça va se passer? Lorsque, à partir du 1er juillet, pour l'échéance qui arrive, l'entreprise se connecte à la plateforme e-service de la Direction générale des impôts et remplit un bordereau de versement qui détaille les différentes natures d'impôts à payer avec les montants. Lorsque ce bordereau est validé, et je rappelle qu'on peut se connecter à la plateforme e-service
à l'aide de son numéro IFU. Et lorsque vous validez le bordereau de versement, la banque que vous choisissez pour le paiement, une des deux banques, automatiquement a en même temps le bordereau dans son système, puisque c'est dématérialisé totalement. Et dès lors que c'est validé, vous avez un accusé de réception. Maintenant, vous vous déplacerez pour aller au niveau de la banque et sur la base de l'idée du numéro d'identifiant qui est généré par le système, la plateforme e-service, la banque constate déjà que vous avez validé, que vous êtes en attente pour payer et vous payez directement à la caisse, soit en espèces, soit par chèque bancaire ou par virement. Le même jour, selon la convention que nous avons signée avec les banques, la banque a l'obligation de nous transmettre la confirmation des paiements également par une liaison dématérialisée. Et nous recevons donc les confirmations de paiement pour mettre automatiquement à jour notre base de données. La seule quittance que l'entreprise va recevoir au niveau de la banque suffira puisque nous aurons déjà la confirmation de paiement. Donc c'est un système moderne de dématérialisation qui vient donc d'être mis en place. Les 100 entreprises ont déjà été invitées au début de ce mois pour une séance de formation sur la plateforme. Une des deux banques offre aux contribuables la possibilité de faire directement un paiement en ligne. Donc, dans ce cas, les responsables de l'entreprise n'auront pas à se déplacer vers le guichet de la banque, mais vont se connecter au système de paiement en ligne de la banque et procéder directement à distance au paiement. Alors, très rapidement, quel avantage procure un tel système? Oui, le tout premier avantage, c'est que nous gagnons au niveau du coût de gestion de l'impôt. Aujourd'hui, il est fondamental pour le contribuable, pour l'entreprise, de minimiser le coût de gestion de l'impôt, qui est un facteur important. Et dans les administrations fiscales qui se modernisent, il est également important d'accompagner les entreprises et de mettre en place des systèmes innovants de paiement et de déclaration des impôts qui réduisent totalement le coût de l'impôt. Le coût, c'est en termes déjà financiers et également en termes de gain de temps. Le temps que les entreprises prennent pour aller demander dans une banque la certification des chèques, on demande parfois la certification la veille. Il faut attendre et revenir le lendemain pour avoir son chèque certifié, revenir à la DGI pour procéder au paiement. Et avant, dans certaines circonstances, vous déposez le moyen de paiement et vous revenez le lendemain ou des jours après pour obtenir votre quittance. Donc, on gagne énormément en temps. Et on gagne également au plan financier parce que les frais de déplacement et les charges connexes sont suffisamment réduites. Et je crois qu'avec cette réforme également, au niveau des organismes de notation, qu'on le veuille ou non, c'est important aujourd'hui d'adopter les bonnes pratiques, de se comparer aux pays qui réussissent. Et dans le cadre des réformes d'une business, je crois que le Bénin va gagner suffisamment en adoptant cette réforme. Voilà, autre projet dans le cadre toujours de la dématérialisation? Le second projet, c'est le projet d'appui à l'accroissement des recettes intérieures du Bénin, en abrégé le PARIB, qui est un très grand projet de dématérialisation et d'informatisation appuyé par la coopération canadienne. Et à ce niveau, nous envisageons début de l'année prochaine, en décembre déjà, mettre en ligne les systèmes de télédéclaration et de télépaiement. Ça signifie concrètement que les entreprises n'auront pas à faire de déplacement pour envoyer leur déclaration fiscale et procéder au paiement. Avec le système que j'avais décrit tantôt, il y a quand même des déplacements à faire, aller au guichet de la banque, revenir à la DGI déposer des déclarations. Mais avec le système de télédéclaration et de télépaiement, on ne se déplacera plus. Le système sera totalement dématérialisé. Ce qui est déjà disponible en matière de dématérialisation, c'est que nous avons ce qu'on appelle un bus d'entreprise ou un entrepôt de données, ce qu'on appelle en anglais le data warehouse. De quoi il s'agit?
Aujourd'hui, la Direction générale des impôts, elle est d'ailleurs la seule au niveau des administrations financières aujourd'hui à mettre en place un bus de données qui comporte, premièrement, un entrepôt de données qui recueille les données des impôts. Aujourd'hui, les données que nous avons mises sur le bus d'entrepôt, c'est les données d'immatriculation des contribuables. Après, quand on va passer à la télédéclaration, on aura les données des déclarations. Ensuite, il y a les données de la douane, les importations et les exportations. Nous avons également les données du SICFIP, du budget national pour les passations de marché. Et il y a également les données du trésor de paiement. Donc, tout ceci converge vers une base de données unique à la disposition des administrations financières. Ensuite, c'est interfacé avec toutes les administrations et c'est justement avec ça que nous exploitons aujourd'hui le fichier national des contribuables, de sorte que si vous n'êtes pas dans le fichier, vous ne pouvez pas valider un marché public et l'exécuter, vous ne pouvez pas faire aisément vos opérations de dédouanement. Et en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle le BI, le Business Intelligence, que techniquement c'est un système d'intelligence informatique qui permet d'historiser, d'analyser toutes les données, parce qu'il ne suffit pas d'avoir simplement des données, il faut que ces données soient analysées et être utilisées à bon escient pour prendre des décisions. Donc avec le BI, nous arrivons à avoir des données bien analysées pour prendre des décisions et c'est ce qui va nous conduire à ce que nous appelons aujourd'hui l'analyse risque. Donc tout ça, ça existe déjà. Il suffit que de plus en plus, lorsque nous faisons la dématérialisation, que la base de données soit nourrie. Elle est nourrie aujourd'hui par les impôts, la douane, le SICFIP. Mais ça ne suffit pas. On a l'ambition de connecter à cette plateforme donc la sécurité sociale. Voilà. En dehors de cela, il y a qu'aujourd'hui, nous avons des procédures qui sont des procédures manuelles qui pénalisent les entreprises. Je prends un exemple concret. Une entreprise fait des importations et paye au cordon douanier un acompte. Le système actuel l'oblige à faire la photocopie des documents d'importation et à formuler une demande pour bénéficier de la compensation ou de l'imputation de ce qu'elle avait payé au cordon douanier. Avec ce système de dématérialisation, nos informaticiens travaillent là-dessus. À partir du 1er juillet, on n'aura plus à produire des pièces avant de bénéficier de ces droits à compensation. Ça va être totalement dématérialisé et nous récupérons à partir donc, de notre bus de données les opérations d'importation, les acomptes d'AIB déjà payés et on fait systématiquement la compensation et le crédit d'impôt est disponible dans nos bases de données. Voilà, Monsieur le Directeur Général, parlons à présent des exonérations fiscales. Au niveau de l'administration des impôts, quelles sont les mesures prises pour encadrer et rationaliser ces exonérations? Et effectivement, depuis notre prise de service et sous la houlette du ministre de l'Économie et des Finances, nous avons mis en place un système de rationalisation et d'encadrement des exonérations. Premièrement, dans la loi de finances 2017, les dispositions des articles 1103.1 à 1101.4 ont été instituées et qui consistent à canaliser clairement les exonérations. À dire que lorsque les exonérations ne sont pas prévues par un document de base, aucun ministre, aucune autorité ne pourrait les accorder. Deuxièmement, lorsque vous vous engagez dans un projet, que ce soit au code des investissements ou un autre code particulier, et qui vous impose des obligations, par exemple le recrutement d'un certain nombre de compatriotes, l'utilisation de la matière première locale, etc., et que vous ne respectez pas les dispositions des cahiers des charges, on pourra vous retirer systématiquement le bénéfice des exonérations. Deuxièmement, au niveau des agents diplomatiques et missions diplomatiques, vous avez dû constater, et ça a fait grand bruit à l'époque, novembre 2016, nous avons suspendu le bénéfice des exonérations au niveau de la société Erevan, par exemple. De quoi s'agit-il? C'est que le système n'est pas du tout canalisé. On était en 2015 à plus de 173 millions.
Aujourd'hui, nous sommes à 0. Pourquoi? Parce que le système n'était pas canalisé et il vous était possible, par exemple, M. Akapo, lorsque vous réussissez à fabriquer une carte de diplomate, il n'y a aucun contrôle, vous pouvez l'introduire au niveau de Erevan et dire que vous êtes un diplomate et ça y est, vous faites un achat en otage. On ne peut pas supprimer définitivement ces exonérations pour les missions diplomatiques, ce n'est pas possible à cause des conventions de Vienne et des règles de réciprocité en matière de diplomatie. Ça se fait dans tous les pays, mais chez nous, nous avons manqué d'encadrer ce secteur. C'était ouvert à toutes les possibilités. Et donc, nous avons fixé une valeur plancher et également une valeur plafond. Ensuite, les personnes qui doivent pouvoir procéder à ces achats doivent requérir préalablement l'autorisation de la direction du protocole d'État ou de la mission diplomatique. Ensuite, le paiement doit se faire non plus en espèces, mais de façon dématérialisée, soit par un chèque bancaire au nom de la personne qui est effectivement agent diplomatique pour éviter que les brebis galeuses ne s'infiltrent dans le système. Alors donc, ça a donné des résultats spectaculaires. Je voudrais également parler des GSM. On a accordé sur plusieurs années des exonérations sur 10 ans, sur 5 ans aux sociétés de GSM. En principe, la contrepartie devrait être que le service de ces opérateurs doit pouvoir être amélioré pour que nous ayons un réseau de téléphonie mobile de qualité. Je laisse plutôt les Béninois apprécier si on a aujourd'hui un service de qualité. Mais ces exonérations ont duré 5 ans pour certains impôts, 10 ans pour d'autres. Aujourd'hui, des mesures sont prises pour ne pas du tout renouveler ces exonérations et ensuite pour recadrer effectivement ce qui existait. Je n'ai pas les chiffres sous la main, mais je sais qu'au niveau de la direction des impôts, sans citer le cas de la douane, on a au moins 3 milliards et aujourd'hui, tout ça, ça donne pratiquement un montant dérisoire. C'est les anciennes exonérations qui sont en train d'être consommées aujourd'hui et je crois que c'est terminé. Quand nous, on va dans des forats des administrations fiscales à l'étranger, on est pris à partie, mais on nous dit mais ce n'est pas possible, c'est extraordinaire qu'on accorde des exonérations fiscales à des sociétés de GSM, mais non pas sur des taxes indirectes, mais ce qui est grave sur l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt qui frappe le bénéfice réalisé par l'entreprise. Et on n'accorde pas des exonérations sur ce type d'impôt. Et également, d'une façon générale, pour les industries ou pour toutes les entreprises qui innovent, des exonérations sont prévues et nous avons également pris des mesures pour encadrer ces exonérations. Alors, Monsieur le Directeur Général, je ne pourrais pas vous laisser partir sans évoquer ce sujet qui a fait le chou gras de la presse. Ça ne vous a pas échappé, ce vent de polémique. Certaines voix se sont élevées pour dénoncer de supposées exonérations fiscales octroyées à la société Béné Contrôle et d'autres sociétés. Et on se rappelle, à la suite donc, de cette information, le ministère incriminé a publié un communiqué pour démentir de façon formelle ces allégations. De quoi cela retourne réellement, Monsieur le Directeur général des impôts? Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que ces exonérations qui ont fait l'objet récemment d'une attestation de reconnaissance sont des exonérations bien prévues par les tests. De quoi s'agit-il? Il y a eu un décret de mars 2011 qui a bien accordé ces exonérations à Béné Contrôle et à ses sous-traitants. Ensuite, en août 2012, il y a eu un décret qui remet en cause le décret de 2011. Mais en mars 2017, il y a eu également un autre décret qui abroge le précédent décret, c'est-à-dire celui de 2012. Du coup, le décret de 2011 redevient et refait surface. Donc, c'est tout à fait légal dans l'arsenal juridique ce qui s'est passé. Et nous, ce qu'on a fait, c'est de reporter simplement sur une attestation fiscale, sur demande, bien sûr, de Bénin Contrôle, les exonérations qui ont été prévues. Mais mieux, nous avons limité les exonérations sur les sous-traitants parce que pour éviter ce qu'on appelle
dans notre jargon technique, les prix de transfert, nous avons plafonné le comportement des sous-traitants pour dire ces sous-traitants ne peuvent pas automatiquement bénéficier de ces exonérations que nous contrôlons et nous avons mis un alinéa pour recadrer cela. Donc, au fait, selon moi, il s'agit, technicien, il s'agit de polémique, de l'intoxication inutile parce que c'est prévu, c'est réglementaire et tout ce qui a été fait avec les techniciens de la Direction générale des impôts qui s'occupent des exonérations et qui aujourd'hui, avec les encadrements qui sont aujourd'hui prévus, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Lorsque nous le faisons et que nous refusons à d'autres personnes, ça va poser problème. Donc, ceux qui lancent derrière ces critiques, la parole de conflit d'intérêts. Je ne pense pas parce qu'à partir du moment où c'est réglementaire, c'est prévu, nous, notre rôle, c'est de l'appliquer simplement. Il y a un délai. Lorsque le délai va venir à terme, nous allons aviser, c'est tout. Nous allons mettre un terme à ces exonérations-là. Mais d'une façon générale, et le communiqué signé du directeur de cabinet du ministre des Finances le prouve à suffisance, aujourd'hui, il y a un effort qui est fait pour rationaliser, réduire suffisamment les exonérations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le reste, c'est de la polémique inutile. Il ne s'agit pas donc de trop discuter là-dessus parce que seuls les chiffres pourront nous dédouaner et les chiffres sont là aujourd'hui et montrent qu'il y a un effort. Et mieux, le Bénin s'est engagé avec la convention signée avec le Fonds monétaire international. Le Bénin même a proposé un système d'encadrement et de réduction des exonérations avec des indicateurs précis qui sont suivis et qui sont évalués. On vient de sortir de la première évaluation et le Bénin a été félicité pour les efforts faits en la matière. Alors, Monsieur le directeur général des impôts, nous allons conclure cette émission. Merci beaucoup. Je voudrais rassurer nos compatriotes, nos contribuables pour dire que le leitmotiv de la Direction générale des impôts aujourd'hui, c'est la promotion du civisme fiscal, c'est le consentement volontaire à l'impôt. Cela suppose que lorsque vous voulez payer votre impôt, vous-même vous remplissez votre fiche d'impôt, vous ne devez pas avoir la barrière d'un agent des impôts, vous passez au guichet simplement pour payer. Et plus tard, nous faisons nos contrôles a posteriori. Je voudrais utiliser une expression que j'aime bien en disant les impôts, n'en ayons pas peur, soyons amis. Monsieur Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être venu, merci pour toutes ces explications. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tribune consacrée aux informations livrées de sources officielles. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.